Aujourd'hui, j'ai une chance inouïe, je dois le dire, c'est de déguster un Château Latour 1961, en Magnum en plus. Alors cette bouteille a une histoire récente un peu particulière, c'est-à-dire que je me vois forcé de la goûter aujourd'hui parce qu'il y a eu un incident avec le bouchon et du coup, je ne pouvais pas attendre au risque que le vin s'oxyde et ensuite de ne plus contrôler comment évolue le vin. Donc j'ai pris euh, mon parti de déguster le plus rapidement possible et aussi de partager ce moment exceptionnel avec vous parce que je pense que des moments comme cela, on verra comment est le vin, dans quel état il est, mais déjà se trouver face à un monument qu'est la tour sur 1961, il faut rappeler que 1961, c'est, on la qualifie souvent dans le Bordelais comme l'année du siècle. Il y a eu un alignement des astres, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une saison euh, pluvieuse au moment où la ressource avait besoin de pluie, un beau soleil estival et une arrière-saison qui était idéale pour les vendanges, avec en plus euh, d'assez beaux rendements, ce qui a permis effectivement d'avoir en 1931 une des, euh, des années les plus abondantes, à la fois en quantité, mais aussi surtout en qualité, parce que le raisin a été cueilli extrêmement mûr à une époque où il y avait effectivement des températures qui étaient sans doute différentes des températures qu'on avait aujourd'hui. Donc, guetter une année comme 1961 était quelque chose d'assez béni. Donc là, on est face en plus à un magnum. Alors, on sait bien que les magnums ont la capacité de vieillir beaucoup plus longtemps. Là, avec le gros incident qui est arrivé à cette bouteille et qui a valu le fait que je la boive aussi rapidement, ben, il reste, pour ainsi dire, suffisamment pour pouvoir, en tout cas, apprécier le vin. Donc, j'y vais sans avoir goûté, sans avoir senti. J'ai quand même mis mon nez dans le goulot de la bouteille et il m'a semblé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. En tout cas, on va le voir. Voilà. Alors, en 1961, en particulier, la Tour est un des plus grands vins. Dixit, évidemment, ceux qui sont pas comme moi des dégustateurs qui ont eu l'occasion de goûter des tas de millésimes et qui peuvent même comparer plusieurs de 1961 euh, entre eux. Moi, je n'ai pas cette chance. J'ai eu la chance de déguster un Latour à Pomerol, qui n'a rien à voir avec la propriété Latour, qui à l'époque était euh, la propriété de la propriétaire de Pétrus. Et c'était un souvenir absolument mémorable, exceptionnel, dont je me souviendrai toute ma vie. Mais là, revenons à la tour à Pauillac, mais la tour tout court, comme on dit, voilà. Et on va attaquer gentiment hein, ce vin pour voir euh, où il en est déjà, ce qui s'est passé depuis, et puis si c'est effectivement cette grande bouteille qu'on peut attendre de déguster un jour dans sa vie. Voilà. Alors, je vais verser déjà le liquide. Alors, il y a du dépôt. Je n'ai pas, évidemment, j'ai laissé reposer la bouteille verticalement depuis plusieurs heures, mais bien évidemment, il y a encore du dépôt qui peut effectivement tomber dans le verre. Alors déjà, ce que je perçois au niveau de la couleur, c'est qu'on a encore une couleur relativement jeune pour un vin de cette époque-là. Je dirais même pour un vin qui aurait 20 ou 25 ans. C'est-à-dire que là, on est face à un vin qui a 62 ans. C'est un grand, grand âge. Et la couleur est absolument superbe. C'est une belle couleur rouge, un peu claire. euh, Pas la couleur sombre qu'on peut trouver dans les jeunes Bordeaux, mais si mon souvenir est bon, ça me rappelait ce fameux Latour à Pomerol 1961 qui avait le même âge et qui avait cette espèce de même couleur, légèrement évoluée, mais pas trop. On va voir où on est.
Au nez, effectivement, je dirais que le nez trahit, sans que ce soit négatif, hein, mais est plus révélateur de l'âge que la bouche. Parce que là, effectivement, on sent des arômes déjà de fruits secs évoluer, mais dans le même temps, on retrouve des notes de fruits macérés, comme du kirsch, par exemple, cerise à l'eau de vie. Je vais légèrement remuer, pas trop, parce qu'il y a quelques dépôts là, on est sur la fin du magnum. Là, après agitation, il y a des notes de tabac, de café, d'eucalyptus, pas tout à fait de violette, mais très floral. J'ai rarement eu cette impression d'un tel écart entre le nez après agitation avec le nez avant agitation. C'est comme si tout un monde se révélait. C'est même de la rose, presque de la rose fanée, ça pourrait un tout petit peu rappeler quelques senteurs bourguignonnes, même si on est sur le côté de tabac café qui rappelle évidemment plus le monde du Bordelais, et en particulier du Cabernet Sauvignon, avec un côté très légèrement végétal, et aussi un peu cacaoté, un tout petit peu, comme de la poudre de cacao qui, euh, qui s'évapore là quand vous remuez un- un- un paquet de cacao. Bien, maintenant, passons à la dégustation proprement dite. C'est c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, il y a plein de choses. Il y a comme dans certains vins complexes, il y a plusieurs dimensions. Une dimension qui va vers le fruit floral, une espèce de fruit macéré, mais en même temps une éclosion de fruits presque printaniers et, et des odeurs en même temps de fleurs qui reviennent là, parce que là, effectivement, avec le nez et la bouche, tous les deux mélangés, toujours pour moi difficilement dissociables. Je le dis, je le répète, mais là, c'est encore plus dans ce vin-là. Donc il y a déjà cette composante-là. Il y a un arôme en bouche que j'arrive pas à déterminer. Il y a une acidité qui pourrait faire penser à la tomate fruit quand elle est confite. Cette tomate, quand elle est cuite à basse température au four et qu'elle prend des goûts un peu sucrés, parce qu'il, sans être un vin doux, loin de là, c'est un vin bien sec, mais il y a ce côté acide doux, mais acide doux, c'est-à-dire l'acidité sans parfois ce côté un peu ardu et rêche de l'acidité, bien au contraire, une acidité tellement ronde, tellement soyeuse, que c'en est un plaisir. Et puis il y a, je vais me concentrer sur un autre arôme que j'ai ressenti. Et ça, je pense que c'est celui qui me surprend le plus. C'est ce côté gras de viande, euh, un côté donc animal, mais vous savez, quand, euh, quand vous mangez de la viande et qu'il y a le gras qui est fondu en même temps, cette sensation à la fois de toucher, de viscosité
Et puis, de la longe en bouche, c'est extrêmement étonnant. C'est euh, c'est pas du tout l'image que je me faisais, vous savez, de cette puissance bordelaise du Cabernet Sauvignon qui est sur des pylônes où tout est magistral, tout est bien bâti, tout est bien construit. Là, il y a une super construction, mais la construction est tout en finesse et presque, en fait, on est plus face à, si on regarde par exemple une grande cathédrale, on est plus face à un vitrail ou à, ou à des colonnes extrêmement fines ou une voûte, plutôt que de regarder les grands murs épais de 1 ou 2 mètres qui soutiennent la cathédrale. Là, on est vraiment plutôt dans des airs que dans les fondations et qui donne une sensation à la fois de poésie, d'évocation, un peu de rêve, avec des arômes qui travaillent comme s'il y avait un monde de fleurs, d'herbes, d'épices, et avec cette touche de gras et cette acidité de tomates confites qui en fait un ensemble qui est assez somptueux, je dois le dire. Et je ne peux pas m'empêcher de regoûter une dernière fois pour essayer de projeter une vision d'ensemble, parce que c'est beau l'analytique, mais ce qui est important, c'est la sensation globale qu'on a. Alors, je veux juste dire que j'ai essayé de décomposer, mais en soi, ce vin est complètement intégré. C'est-à-dire, c'est un tout, et il vous arrive comme ça, tout en dentelle, tout en finesse, sans aucune euh, arrogance, sans aucune sévérité. Au contraire, c'est presque un vin joyeux, et, et surtout, euh, il a ce côté à la fois insaisissable et à la fois qui, qui, qui vous, qui vous donne bon, allez, une grande et belle satisfaction. Santé et à bientôt.